Alors les amis, encore un sujet qui va tous vous diviser en commentaires. Enfin tous, on verra bien. On va parler ici de l'impérialisme américain. On va voir un petit peu ses termes, on va voir son évolution à travers le temps. Quand est-ce que débute l'idée même d'un impérialisme américain? On va voir ça depuis les origines. Monteur vidéo, je t'ai payé cette fois. Tu peux m'envoyer le générique. Alors avant de commencer, l'impérialisme américain c'est quoi? On définit les bases. Bon, je vais chercher ça sur internet et je vous lis un article. Alors l'impérialisme américain est une expression utilisée pour désigner de manière critique l'influence des States dans les domaines politiques, économiques, culturels, militaires à l'échelle mondiale. Ces termes impliquent généralement une appréciation défavorable, notamment lorsqu'ils évoquent la suprématie militaire américaine. En gros, je vous envoie des McDonald's, si vous en voulez pas, je vous envoie des bombes nucléaires. Ça vous va? Bon, à vrai dire, pourquoi pas, mais l'impérialisme américain, ça date de quand? Alors son impérialisme, ou du moins l'idée d'influencer le monde, date de la guerre américano-mexicaine. À partir du moment où les États-Unis ont compris que le Mexique ne serait plus une puissance menaçante pour les États-Unis ont commencé à ressentir une envie d'expansion impériale, influencée par la doctrine Monroe. Depuis les années 80, l'idée que les États-Unis étaient destinés à jouer un rôle mondial a gagné en popularité. En 1885, le révérend Josiah Strong a publié Our Country, Its Possible Future and Its Present Crisis, exprimant la conviction que les anglo-saxons, exemplifiés par les Américains, étaient destinés à dominer le monde selon le principe darwinien de la survie du plus apte. En 1890, l'officier de marine Alfred Freyer Mahan a publié The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783, affirmant que la maîtrise des mers était essentielle à la suprématie nationale. Cette même année, le Congrès a voté la construction de 3 navires de guerre. En 1895, le sénateur Henry Cabot Lodge a écrit un article affirmant que l'expansion territoriale était cruciale pour les États-Unis, soulignant la nécessité d'accroître les bases navales et les vaisseaux. Malgré ces ambitions, les States ont acquis tardivement des territoires outre-mer, notamment les Philippines, après la guerre hispano-américaine de 1898. Un éditorial du Washington Post en juin 1898 exprime un nouveau sentiment de puissance et de désir de conquête parmi les Américains. Alors on se fait une petite pause pour regarder la carte de Greater America de 1899, où on voit l'Amérique avec ses colonies, notamment dans le Pacifique. La carte est orientée vers le Pacifique, même si la carte montre également que les États-Unis ont une influence sur Cuba, Porto Rico, Navassa. On le voit, ils ont un désir, une volonté de puissance, ils ont un désir de s'affranchir et de coloniser d'autres territoires, un petit peu comme le faisaient à l'époque les Européens. C'est à la mode, apparemment. Au début du XXe siècle, la politique du Big Strike de Roosevelt, de Théodore, je précise, a permis aux States d'intervenir militairement en Amérique centrale et dans les Caraïbes pour protéger leurs intérêts économiques. Cette politique, poursuivie jusqu'en 1933, a vu des interventions à Cuba, Haïti, Panama, le Mexique, le Nicaragua, un petit peu partout en fait. En 1934, Roosevelt a remplacé cette politique par celle du bon voisinage, respectant davantage le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Est-ce que vous avez envie de disposer de vous-même, les amis? Normalement, la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ont plus de 18 ans. Normalement, oui. Après la mort de Roosevelt et la création de la CIA en 1947, l'interventionnisme américain s'est intensifié en Amérique du Sud et en Asie. Un exemple marquant est la déstabilisation du gouvernement de Salvador Allende au Chili, conduisant au coup d'État de Pinochet en 1973, orchestré avec le soutien de Nixon. Les documents classifiés révèlent que Nixon souhaitait renverser Allende en 1970, notamment par l'assassinat du général René Schneider. Donc je vous cache pas que la CIA aussi, elle joue un rôle majeur, un rôle central dans l'impérialisme américain. Notamment, c'est les services secrets des États-Unis. Donc c'est elle qui va chercher les informations qui pourraient mettre en danger les États-Unis ou non, enfin des informations confidentielles et importantes. Alors celle-ci, elle est créée en 1947
Et le but, c'est de défendre les intérêts américains à l'étranger, marquant la fin de la politique isolationniste des États-Unis. Ça, c'était dans l'entre-deux-guerres, grosso modo. Mais ça s'est arrêté à cause de Pearl Harbor, tout simplement. Bon, la CIA n'a pas eu que des réussites, notamment l'échec du renversement du gouvernement communiste albanais en 1949 et la mauvaise évaluation du début de la guerre de Corée. Cependant, la chute du dirigeant en Iran en 1953 est vue comme un succès contre l'influence soviétique, ce qui va mettre en valeur bien évidemment les Américains. Je suis allé un peu vite en besogne, mais je devais le dire, la CIA a joué un rôle central. Donc je récapitule un petit peu depuis le début. Alors les guerres américano-mexicaines s'arrêtent, délimitant les frontières entre les États-Unis et le Mexique. Les États-Unis sont grands vainqueurs de ces guerres et agrandissent grandement le pays. Ça, c'est un premier point. Par la suite, les États-Unis vont avoir des projets coloniaux qui vont être similaires aux projets européens. Bon, en fait, ils le présentent un petit peu différemment. Donc du coup, en fait, ils le présentent pas comme des colonies particulièrement, mais comme des territoires sous direction américaine. C'est ambigu. Et c'est ça un petit peu qui fait le succès aussi des États-Unis. Dès lors, la politique d'expansion est terminée en Amérique. Les Américains vont pouvoir se tourner vers d'autres territoires. C'est un petit peu comme s'ils avaient fait le ménage intérieurement. Les frontières sont faites. Maintenant, on peut passer à ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc c'est le début d'une petite hégémonie. Mais attention, les États-Unis ne sont pas encore une grande puissance militaire à ce moment-là. Les États-Unis, dites-vous que au début de la Première Guerre mondiale, ils ne sont que la 17e plus grande armée du monde. C'est rien du tout, les États-Unis. Par la suite, ils vont s'allier avec les Alliés lors de la guerre 14-18. Ils finiront en grands vainqueurs puisque la guerre n'aura pas fait de ravages sur le territoire américain. Les historiens le disent souvent que la fin de la Première Guerre mondiale est la défaite et le début de la défaite de la France, et la fin de la deuxième, le début de la défaite de l'Angleterre. Mais c'est une parenthèse. Donc, la Première Guerre mondiale est terminée, l'Europe est un petit peu détruite, en quelque sorte. Il y a les années folles, il y a la Société des Nations, où on tente une paix au niveau international. Mais tout ceci ne fonctionne pas. Et tout ceci va quelque peu arranger les affaires des Américains, qui en fait disent la SDN, dans lequel ils ne sont pas, est une société qui ne protège pas le monde, tout simplement. Donc par la suite, il y a la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis ne sont pas encore l'armée la plus puissante du monde. Ça viendra à la fin de cette dernière, là où ils seront concurrents directs avec l'URSS, qui seront donc, les États-Unis seront considérés comme la première puissance mondiale et l'URSS la seconde. Enfin, même si des fois on considère qu'il y en a une qui dépasse l'autre, rien n'est au beau fixe. Il y aura bien évidemment des événements tragiques qui vont mettre l'Empire américain au dépourvu, notamment la guerre du Vietnam. Là, on va d'ailleurs se poser des grosses questions sur la force militaire des États-Unis. Mais tout ceci va se régler par la chute du bloc communiste, du bloc de l'Est. C'est là où on rentre sur des points intéressants. Après la guerre froide, la menace de l'impérialisme soviétique disparaît, laissant place à une géostratégie régionale russe, similaire à celle des puissances émergentes voisines. Dès lors, on parle du nouvel empire américain, qui désigne la gouvernance internationale unilatérale des États-Unis, avec une doctrine stratégique néoconservatrice. Celle-ci prône des guerres préventives contre des gouvernements hostiles ou pour instaurer des démocraties, comme l'invasion de l'Irak en 2003, sans l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. Dès lors, on défend une politique d'hégémonie mondiale, basée sur la suprématie militaire et la Pax Americana, ainsi que le soft power, les fast-foods, la nourriture, les vêtements et j'en passe. On déclare alors que les États-Unis sont un empire qui se renie, utilisant la guerre contre le terrorisme pour justifier des actions militaires par myriades. Je ne vais pas tous vous les lister ici, vous devez les connaître au moins en partie. On voit également l'impérialisme américain comme une volonté de maintenir l'hégémonie de l'élite au pouvoir, aboutissant à un état de guerre sans fin et à un recul de la démocratie et des aides sociales, remplacé par une dictature militaire valorisant la puissance et la propagande. C'est pour dire. Aujourd'hui, on se pose des questions sur l'empire américain. Que ce soit par sa manière douce, le soft power, ou par la contrainte, le hard power, mais le nombre de pays acceptant cette soumission diminue, suggérant que l'Empire américain est en déclin au XXIe siècle.
Les États-Unis se marginalisent eux-mêmes en refusant divers accords internationaux. La mondialisation ne se confond plus avec l'américanisation, les deux concepts devenant même antinomiques. Également des constatations de baisse de l'influence américaine, que ce soit en Europe avec la guerre en Ukraine face à la Russie, que ce soit dans le Pacifique avec la montée en puissance de la Chine. Beaucoup de gens se posent des questions encore sur l'impérialisme américain. Est-ce que les Américains vont devoir faire preuve de puissance, vont devoir faire preuve de leur technique de combat, de leur capacité d'attaque de l'ennemi? Toutes ces questions pourraient se répondre dans un prochain épisode. Dans les années à venir, les Américains vont devoir agir pour ne pas être marginalisés, que ce soit sur les plans politiques, économiques et culturels. La mondialisation n'est plus que l'américanisation et de nouveaux pôles de puissance émergent, notamment les BRICS par exemple. Les États-Unis devront probablement adopter leur stratégie, privilégiant davantage le soft power et la coopération multilatérale. Est-ce la fin des grandes puissances ou des grands empires? Vous pouvez me le dire en commentaire. Maintenant, pensez à liker, à partager, à commenter. Et moi je vous laisse, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!